En escalade, peu importe qu'on fasse du bloc, de la voie, qu'on s'amuse dans des salles ou qu'on grimpe sur des falaises, s'il y a bien un truc qu'on veut tous, c'est progresser. Réussir à grimper les cotations de plus en plus élevées. Certains prétendent qu'on peut devenir un meilleur grimpeur juste en pensant qu'on est un meilleur grimpeur. Et même si je trouve cette idée évidemment extrêmement séduisante sur le papier, je dois avouer que je suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça. J'ai déjà essayé de m'imaginer en train d'aller grimper des 9A et bizarrement, je ne grimpe pas de 9A. Pourtant, Adam Ondra, on a bien vu dans notre précédente vidéo que c'est en visualisant qu'il arrive à préparer ses ascensions les plus difficiles et à se lancer dans des flashs qui rentrent dans l'histoire de l'escalade. Dans son bouquin Solo Intégral, Alex Honnold explique qu'il peut passer des jours dans son camion à visualiser les voies qu'il s'apprête à gravir. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, si Alex Honnold rate sa voie, c'est pas comme pour vous et moi, où c'est juste son ego qui en prend un coup, non, lui, s'il tombe, il doit faire ses adieux à tout le monde. Et entre nous, pour avoir déjà passé des jours entiers dans un camion parce qu'il pleuvait, je peux vous assurer que c'est vraiment pas très drôle de rester confiné dans 3 mètres carrés. Donc, si Alex Honnold s'inflige ce supplice, c'est probablement qu'il y a une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est peut-être tout simplement que la visualisation, ça marche vraiment, mais que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Je veux dire, quand on te dit, imagine-toi simplement dans la voie pour progresser et devenir un meilleur grimpeur, ça a un petit côté un peu ésotérique en mode « Ouais gros, go with the flow, libère-toi de la pression des cotations qui ne sont qu'une privation face au fait de grimper en pleine conscience. » Mais que le mec qui te dit ça, c'est un hippie qui fume des joints et qui est très sympa mais qui galère à sortir une sissa, comprend qu'on puisse remettre un petit peu sa parole en question. Mais aux dernières nouvelles, Adam Ondra c'est pas un hippie et surtout, Adam Ondra il galère pas à sortir de sissa, ni de 9A d'ailleurs. Donc si ce mec me dit « visualise », il y a de bonnes chances pour que je l'écoute et que j'essaie. Bon ok, on a des preuves que visualiser c'est intéressant, mais concrètement, comment on fait, et surtout, comment on peut s'en servir pour progresser. C'est vrai, sur le papier, ça a l'air assez facile de simplement s'imaginer en train de grimper confortablement installé dans son salon. Mais en vrai, c'est peut-être pas si évident. On a vu qu'Adam, mais c'est aussi le cas d'autres grimpeurs très très forts, ils se servent de la visualisation pour préparer leurs ascensions les plus difficiles. Et c'est vrai que ça peut paraître logique, mais je vais quand même le rappeler, ça sert pas à grand chose de visualiser une 5B. Je veux dire, tu suis les prises et normalement t'arrives en haut sans trop te poser de questions. La visualisation, ça va vraiment nous servir à partir du moment où on galère. Mais je vous en reparle un petit peu plus tard, je vais déjà devoir vous présenter notre terrain de jeu qui va nous servir à expérimenter les leçons d'Adam Ondra. Dans le cadre de cette vidéo, en termes de logistique, on va grimper des blocs. Ça va être beaucoup plus simple parce que j'aurai pas besoin ni d'être encordé, ni d'être assuré. Ce qui va me permettre de pouvoir y aller seul, ce qui est quand même beaucoup plus pratique vu que j'aurai besoin d'y retourner plusieurs jours d'affilée. Je précise quand même, les gars, même en bloc, c'est mieux d'être accompagné, de pouvoir avoir des pareurs, vous savez, les mecs qui font en sorte que si tu tombes, tu évites de trop t'éclater. Et il y a pas mal de choses que je vais faire dans cette vidéo que je ne vous conseille pas, qui peuvent même être assez dangereuses, genre grimper sans crash pad. Mais encore une fois, on y revient un petit peu plus tard. En France, pour l'escalade de bloc, il y a un spot qui est mondialement connu. Ce spot, il s'appelle Fontainebleau. Fontainebleau, c'est dans une forêt, c'est grand, très grand même. En fait, en une vie, il y aurait probablement pas de quoi en faire le tour. Certains secteurs sont hyper connus, comme le Bas-Cuvier ou les Trois Pignons. Ils voient chaque année des milliers de grimpeurs faisant parfois des centaines de kilomètres en avion pour se frotter à ces cailloux. Mais moi, ce sera pas dans un de ces secteurs hyper connus que je vais grimper, ce sera à Chamarande. Chamarande, c'est là où il y a ce château, mais ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces cailloux. Et pour être honnête, je suis d'ailleurs pas complètement sûr que ça fasse officiellement partie de Blo. Mais bon, on est à 30 km au nord-ouest de la forêt. Je crois que ça fait partie de la forêt de Fontainebleau. Et de toute façon, c'est sur blo.info, qui est rien de moins que la fucking bible de l'escalade à Fontainebleau. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais grimpé à Blo, je vais commencer par vous décrire un petit peu le truc, parce que grimper au milieu de la forêt, ça entraîne quelques spécificités, quelques particularités qui vont nous intéresser. Déjà, la région parisienne au mois de février, ça peut être assez pluvieux. Et qui dit forêt dit arbre dit ombre, et qui dit ombre dit cailloux qui sèchent beaucoup trop lentement. Mais laissons de côté le mauvais temps pour l'instant et regardons plus précisément les cailloux que nous allons rencontrer. Vous vous demandez peut-être pourquoi Blo est un spot mondialement connu pour l'escalade de bloc. Alors, il y a déjà le fait qu'il y ait beaucoup de rochers à grimper. On en a des dizaines de milliers, je crois, ce qui
fait pas mal, allant des rochers extrêmement faciles où un enfant de 4 ans pourrait grimper, à parmi les blocs les plus durs du monde. Il y a aussi le fait que les alpinistes parisiens allaient s'entraîner à Fontainebleau avant d'aller tenter des premières dans les sommets, mais en dehors de tout ça, je pense qu'il y a une particularité de Blow qui fait que ce spot est aussi reconnu, c'est la nature de son caillou, le grès. Le grès, c'est un caillou très stylé qui a une adhérence exceptionnelle. C'est vraiment une texture unique qu'on ne retrouve pas ailleurs sur d'autres types de roches. Mais malgré que ce soit un caillou beaucoup trop cool, le grès ça entraîne une grimpe assez spécifique qui fait que certains aiment pas trop l'escalade à Fontainebleau. À moins que ce soit le fait que les cotations soient très exigeantes, ce qui peut réduire à néant l'ego des grimpeurs qui se prennent des buts dans des 4A lorsqu'ils découvrent Blow pour la première fois. Peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, l'escalade est technique et exigeante. Et les prises sont toutes petites, comme on va le voir. Et moi, j'ai pas trop l'habitude de la grimpe à Blow, je suis plus habitué à la falaise et particulièrement au basalte, vu que j'ai pas mal grimpé sur les îles. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien là tout l'intérêt de cette vidéo, sortir de ma zone de confort pour essayer de voir au maximum ce qu'on peut retirer de la visualisation. Donc dans cette vidéo, j'ai sélectionné 3 blocs qui vont me mettre à mal. Et vous, essayez de deviner les cotations de ces 10 blocs, ça nous fera un petit jeu. Je vous donne quand même un petit indice, ce seront toutes des rouges Blow. Notre premier bloc, ce sera celui-ci, la directe du portique. Et c'est un bloc qui m'a pas mal déprimé, parce que la première fois que je suis allé dedans, j'ai pensé que j'allais le sortir quasiment tout de suite. Je me suis retrouvé en 2 essais à un move du réta final. Mais malheureusement, être à un move du réta final, c'est quand même pas réussir le bloc. Être à un seul move de la fin, même si on n'en est pas loin, c'est quand même un échec. En plus de ça, et je vous le promets, c'est vraiment la seule fois que je vais sortir cette excuse de mon sac à excuses, j'ai trouvé que ce bloc était un petit peu morpho. La méthode, que je pense être la méthode classique, ne convenait pas à mon petit maître 66. J'étais vraiment pas loin de pouvoir le sortir, mais pas loin, ça ne marche pas. On va pas se mentir, c'est frustrant. J'en profite pour faire une parenthèse pour toutes les petites personnes. S'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de vous plaindre de votre taille. Je suis avec vous les gars, je fais 1m66 les bras levés, et pourtant on va pas se servir de ça comme d'une excuse. Si on n'arrive pas à sortir les blocs, c'est de notre faute. Pas de notre faute si le bloc est morpho, mais c'est en tout cas de notre responsabilité de trouver une solution. J'insiste là-dessus, à la papellerie, on ne grimpe pas, les jérémiades par rapport à la taille n'existent pas, ok? Parce qu'ensuite les grands ils se foutent de notre gueule, ils sont là, nanana, vous êtes encore en train de vous plaindre, etc. C'est juste que vous n'avez pas grimpé. On est d'accord, alors on va leur prouver qu'on peut très bien grimper. Et j'en profite pour vous donner 2 petits tips, pour vous les petits grimpeurs. Il y a 2 trucs qu'il faut absolument que vous travailliez, c'est votre souplesse et le fait de grimper en dynamique. La souplesse, pourquoi? Parce qu'on aura l'impression que les prises sont plus espacées pour nous. Donc le fait de pouvoir faire des pieds-mains ou de monter les pieds très haut, ça va vraiment nous aider. Et encore une fois, si en statique, on ne peut pas l'atteindre, la prise, parce qu'elle est tout simplement trop haute, bah y a pas de joie les gars, faut y aller en dynamique. Et là je m'adresse surtout aux filles parce que je sais que pour vous ça peut être un petit peu plus difficile, mais malheureusement c'est aussi souvent vous qui êtes les plus petites. Donc bossez ça un maximum et vous allez voir votre grimpe, elle va être trop bien. Donc, pour en revenir au portique, vu que ça passait pas en statique, bah je me suis tout simplement dit, bah c'est pas grave, j'ai juste à hop, aller chercher la dernière prise en dynamique. Sauf que ça s'est avéré un petit peu plus délicat que ce que je pensais. En fait, il y a cette espèce de petit bombé, c'est pas grand chose, mais il suffit à te repousser légèrement de la paroi, et je vous l'avoue, il m'a rendu ouf. Putain! Merde! Mais, encore une fois, à la papellerie, pas de jérémiade. Putain! Non. Hors de question d'aller se plaindre et de dire « Ah nanana, le mec qui est à côté le bloc, forcément il était plus grand, donc pour lui c'était plus facile, etc. » Non. Ici, on est là pour trouver des solutions. Donc après ces quelques essais où bah j'ai fait que tomber, je me suis dit on va se mettre à visualiser pour trouver
la dite solution. Donc ce bloc, qu'est-ce qu'il compose? Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on part avec des bonnes prises de main, mais que les choses se compliquent ensuite, ce qui nous oblige à nous réorganiser au fur et à mesure. C'est vraiment trop cool. En termes de problèmes, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Donc, niveau pied, on en retrouve deux microscopiques qu'il faut vraiment aller charger fort pour éviter que ça zippe, puis une assez bonne au niveau du pied gauche, mais qu'il faut quand même réussir à aller chercher parce qu'elle est assez haute. Et au niveau des prises de main, y a pas grand chose. On a deux plats, un immonde plat et un plat immonde, mais un peu moins immonde que le plat encore plus immonde. Donc après m'être pris des buts, chez moi, confortablement installé, je me suis mis à visualiser encore les enchaînements extrêmement précis que je devrais mettre en place pour réussir à atteindre le sommet de ce bloc. J'ai vraiment fait en sorte de revoir les prises, d'essayer de les ressentir, d'essayer de retrouver le feeling le plus fidèle possible quant à leur préhension, en essayant même de me remémorer la petite douleur à l'auriculaire que me provoque cette arquée main droite. Mais est-ce que j'arque vraiment main droite? J'ai un doute en fait, mais faut arquer, j'ai pas le choix. Parce que à gauche c'est vraiment pas bon, donc je suis très dépendant de cette prise de main droite. Ouais, pas le choix. Si je veux que ça tienne, il faut que j'arque. Main gauche, le plat de gauche, il est un peu plus près de la prise finale, mais il tient vraiment pas très bien, je force trop dessus, et pour l'attraper, je suis obligé de me ruer dessus, c'est pas très précis. Et vu que je suis pas très loin d'y arriver, mais que j'y arrive pas, c'est peut-être que c'est précisément de précision que je manque. Donc on va plutôt utiliser le plat de droite. Ok. On a les pieds, on a les mains, on reprend tout depuis le début. Donc je pars, main gauche. Je vais directement chercher la main droite. Pied gauche, pied droit, je les charge fort pour ne pas zipper, j'attrape la main gauche, je ramène pied gauche, je respire, je vise. Yes! Bon, après ma victoire sur le portique, j'étais évidemment beaucoup trop content et chaud bouillant pour aller essayer plus dur, pour une nouvelle fois me confronter à la concentration que demande la visualisation. Je voulais être absolument certain que ça soit une voie qui me fasse bien galérer. Donc, j'ai décidé de choisir une dalle. Cette dalle-là, plus exactement, avec deux voies dessus, une difficile et une qui fait peur, très peur. Ok, qu'est-ce que c'est ? Une dalle, pour ceux-là qui auraient juste vu un gros caillou semblable à tous les autres gros cailloux qu'ils ont déjà vus par le passé. Pour beaucoup de grimpeurs, on pourrait qualifier ça d'enfer sur terre. Et non, j'exagère pas, le genre de voie qu'on fuit comme la peste, bon. Ok, en vrai j'exagère peut-être un peu. Quand je dis beaucoup de grimpeurs, je veux surtout parler des grimpeurs comme moi, vous savez, ceux qui aiment tirer fort sur des prises et se mettre torse nu. Pourquoi c'est un enfer ? Je vais vous expliquer. En gros, en escalade, il y a 3 profils de voie. Vous savez, les trucs qu'on grimpe. Alors déjà, on a le vertical, c'est le profil normal, si vous voulez, où le mur est vertical, il n'a pas d'angle particulier, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Les voies normales, si vous voulez, comme le portique que je viens de grimper. Ensuite, on a le dévers. Et le dévers, c'est simplement le paradis sur Terre. Les prises sont meilleures, il faut un peu plus forcer, on s'amuse, on s'éclate, c'est trop bien. Le dévers, c'est absolument génial. Enfin, on a la dalle. Et la dalle, c'est tout l'inverse. L'angle, cette fois, il est positif. Et les prises sont toutes petites. Ça demande de se placer très précisément, d'être chirurgical sur sa pose de pied. Clairement, c'est nul. Non, j'exagère. En vrai, c'est très bien la dalle, hein, les gars, faites de la dalle. Et je vous assure, j'aurais 100 fois préféré pour cette vidéo juste aller m'amuser dans des gros dévers, ça aurait été plus visuel, ça aurait été plus stylé, j'aurais passé un excellent moment. En plus, vous auriez vu plus d'action à la caméra, mais honnêtement, entre nous, ça aurait été vachement moins intéressant. Je veux dire, là, on n'est pas sur Instagram pour regarder les jetés de l'espace de Mika Mawem. On est là pour apprendre et progresser, et surtout voir si la visualisation, ça peut vraiment nous aider à aller gratter des cotations. Donc les gars, on est ensemble, soutenez-moi dans cette épreuve, et on va aller se faire la dalle Icar. En plus, ce nom est beaucoup trop stylé, vous trouvez pas? Même si ça aurait peut-être dû me mettre un petit peu la puce à l'oreille. Quoi qu'il en soit, là, j'avais qu'une seule hâte, aller essayer. Mais vous vous souvenez quand je vous ai parlé du temps, disons, capricieux qu'on retrouve en région parisienne au mois de février? Bah, il m'a pas lâché cet enfoiré.
Au moment où je voulais essayer la dalle, il a vraiment beaucoup plu. Et le problème de la pluie, c'est évidemment que ça fait en sorte que le rocher glisse et qu'on peut pas grimper au moment où il pleut, mais en fait, on peut pas non plus grimper juste après. Et pour ça, je vais devoir vous expliquer à nouveau 2-3 trucs sur l'escalade à Fontainebleau. Promis, je vais essayer de faire vite. En gros, pour grimper dans la forêt, il y a quelques règles à respecter. Il y en a pas 15 000 non plus, elles sont vachement moins reloues que celles des salles qui nous demandent de garder nos t-shirts, mais il faut les respecter. Et une de ces règles, c'est qu'on ne peut pas grimper juste après qu'il ait plu quand le rocher vient tout juste de sécher. Pourquoi ? Parce que le grès, qui est, je le rappelle, ce caillou beaucoup trop stylé, lorsqu'il pleut, il peut devenir un petit peu poreux. Je vous passe tous les détails scientifiques, mais en gros, la pluie fragilise le rocher. Donc s'il vient de pleuvoir, et qu'on grimpe juste après que ça ait séché, on risque de péter les prises. Et on n'est pas dans une salle d'escalade, les prises sur le rocher, on peut pas les changer. Donc si on pète les prises, on nique le bloc. Et vous en conviendrez, c'est pas super sympa de niquer les blocs pour les autres, pour la nature, etc. Donc, on évite et on grimpe pas juste après la pluie. D'ailleurs, si jamais vous allez grimper à Blo, ce que je vous encourage évidemment à faire parce que c'est beaucoup trop bien d'aller grimper là-bas, 2 trucs. Déjà, vous prenez pas trop la tête sur les cotations, mais s'il vous plaît, allez regarder les quelques règles qu'il existe là-bas avant d'aller grimper. Je vous mets ça dans la description, checkez-les. Mais revenons à nos moutons. Il pleut, je peux pas grimper et je suis sacrément dépité. En désespoir de cause, je décide quand même d'aller faire un petit tour dans la forêt pour essayer de repérer les blocs et de voir si j'arrive à repérer quelques trucs, et je vais pas vous mentir, c'est pas très encourageant pour la suite. Bon, l'avantage au moins de cette petite dalle, c'est que les prises sont assez faciles à voir, vu qu'il y en a pas beaucoup. ça prend pas trop de temps, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 max. Je pense. Il y a que 2 doigts qui passent. Mais ceci est la meilleure prise. Donc là, va falloir faire des tests, voir si ça, qui tient, qui crochette un peu, c'est mieux que là où je peux en mettre plus, mais où ça crochette moins. Là, je mentirais si je disais que j'étais hyper confiant sur cette dalle. C'est vraiment pas du tout mon style. Le bloc est très petit, donc ça a l'air d'être des mouvements assez durs quand même, avec vraiment pas de pied. On va voir. Là, j'ai essayé de bien repérer les prises. Le peu qu'il y avait, essayer d'intérioriser ça et de réfléchir à des séquences de mouvements avant de pouvoir essayer. Ça va être un gros pied-main. On va aller faire un peu de souplesse. Honnêtement, des 2 options que je m'étais fixées, aucune ne me tentait vraiment. Une avait l'air vraiment trop difficile et l'autre vraiment trop dangereuse. Avec un bloc de 5-6 mètres de haut, il y a vraiment moyen de se faire mal, qui plus est sur une dalle, qui plus est sans crash pad. Et j'insiste les gars, évitez de faire comme moi et de grimper bêtement sans crash pad. C'est ce qui peut vous permettre de vous sauver la cheville si jamais vous tombez. Et si vous grimpez sans pad, tombez pas. Donc cette voie qui allait haut, vraiment elle me faisait peur, parce que les derniers mouvements avaient pas l'air si faciles sur ces prises microscopiques, et je savais qu'une chute me ferait mal, très mal. Je veux dire, là, il y avait vraiment moyen d'aller se casser quelque chose si jamais je tombais. Vu que le profil est pas vertical, on peut vraiment aller bien se râper, faut pas tomber. Et ça a évidemment rien à voir au niveau mental de grimper une voie où on peut faire des dizaines d'essais en tombant tranquillement en étant retenu par une corde ou en étant amorti sur des énormes tapis comme dans les salles, par rapport au fait de pas avoir le droit à l'erreur. Quoi qu'il en soit, en attendant que le temps s'améliore, j'allais quand même pas rester juste chez moi à glander devant Netflix. Donc j'ai mis en place un entraînement un peu spécifique pour cette dalle, et j'ai aussi mis ma poutre en mode plat pour pouvoir bosser les plats, vu que comme la plupart des gens, je déteste cette préhension. Je me disais que si j'arrivais à tenir sur ce bois qui glisse, le grès de Blo à côté, ce serait de la colle. Vu le peu de prise qu'il y avait sur cette dalle, je me suis aussi dit que gagner encore un peu plus en souplesse, ce serait pas du luxe. Donc j'ai continué de bosser ma souplesse, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo là-dessus ça pourrait vous intéresser, parce que clairement, être souple, c'est un cheat code en escalade. Ça permet vraiment de shine pas mal de bêta. Faites votre souplesse. Mais vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on n'allait pas trop s'intéresser à l'entraînement physique d'Adamandra ? Bah là ça va être pareil, promis, je vous parlerai de poutres, de traction et de souplesse un autre jour. Là ce qui nous intéresse c'est la visualisation. Et là ce que je voulais, c'était m'imaginer que je suis un grimpeur de dalle.
Vous voyez, toutes ces croyances limitantes qu'on peut se mettre du style « je ne suis pas quelqu'un d'organisé, je suis pas économe, je sais pas ranger ma chambre, je perds mes affaires, etc. etc. » Quand on se persuade qu'on a telle ou telle caractéristique, bah, en vous répétant tous les jours, en y croyant exactement l'inverse, par exemple, je suis quelqu'un de très économe, je suis quelqu'un d'organisé, bah, vous allez pouvoir réussir à devenir cette personne. Je sais que ça peut paraître un peu con, un peu trop facile encore une fois, mais je vous assure, les gars, ça marche. Ça marche, vraiment. Je m'en étais particulièrement servi au moment où j'arrêtais de fumer, en me répétant sans arrêt « Je suis un non-fumeur ». Et, croyez-le ou non, ça a super bien marché, donc je peux que vous encourager à faire la même chose. Mais là, on va pas parler de cigarettes, parce que ce qui nous intéresse, c'est que je suis un grimpeur de dalles. Donc le temps que le beau temps revienne, l'objectif était clair. M'entraîner, visualiser et répéter le processus encore et encore jusqu'à pouvoir aller me frotter à la dalle. J'ai pu profiter d'une éclaircie pour aller faire un premier tour dedans, pour simplement essayer de tester les prises, trouver les enchaînements de mouvements et jauger un peu la faisabilité du bordel. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas très concluant. J'arrive pas à charger mon pied. Le lendemain, il a fait super beau, j'aurais voulu retenter mais j'avais une sale douleur au poignet et j'ai préféré jouer la sécurité et ne pas Je crois grimper. que c'est le genre de douleur pas très grave, mais que si je force dessus aujourd'hui, ça va s'aggraver, ça va devenir chiant, donc je suis obligé de pas y aller, mais on va pas se mentir, c'est ultra frustrant. Ultra frustrant parce que ça fait des jours là qu'il fait dégueulasse, etc. Qu'on a une éclaircie aujourd'hui, que les conditions sont en plus parfaites, il fait pas chaud, ça agrippe, c'est parfait, c'est trop bien, etc. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, mais je sais que c'est pas une bonne idée. Je sais qu'il faut réussir à me dire non, parce que sinon la douleur risque juste de durer, de traîner, ça va être hyper chiant. Grimper sur une douleur, c'est le meilleur moyen d'aggraver une blessure ou de la provoquer. Donc ça me forçait à me reposer, à revisualiser, mais quand même, je vais pas vous mentir, j'étais un peu dégoûté. Au bout d'un moment, j'avais envie d'aller la tenter, moi. Quelques jours plus tard, j'ai pu y retourner. J'ai eu quelques avancées en essayant une autre méthode, mais clairement, c'était toujours pas ça. Vraiment, je commençais vraiment à me dire qu'elle allait pas sortir. Alors, je suis allé voir l'autre voie, vous savez, celle qui fait peur, pour voir si je pouvais la faire. Je suis parti dedans, mais là, c'est mon mental qui a péché. J'ai pas honte de l'avouer, j'avais trop peur. C'est normal, les gars, d'avoir peur en escalade. Je pourrais en parler pendant des plombes, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Encore une fois, je le répète, faut comprendre que tomber dans une dalle de cette hauteur sans crash pad, il faut pas le faire. Donc comment je pouvais faire? Bah, j'ai décidé de la tenter quand même, mais encore. Ah, quelle la chance d'avoir cet arbre qui nous servira de relais. Je ne sais pas si c'est vraiment préconisé par les FFME, mais ça fera largement l'affaire. Pour tous ceux qui voudraient se moquer méchamment, je crois qu'Alexonode, lui aussi, il prépare ses solos encordés. Donc soyez tolérants. Évidemment, comme si ça suffisait pas, j'ai qu'un seul baudrier, donc nous allons devoir nous servir d'un arbre en très bon état pour pouvoir s'assurer. Je suis quand même retourné une dernière fois dans le bloc difficile, mais essai après essai, j'ai dû me rendre à l'évidence, ça serait pas pour tout de suite. En fait, à la toute fin, j'ai trouvé une troisième méthode qui me permettait de décoller un petit peu mieux, mais il fallait caler tout le reste. Clairement, ce sera pour une prochaine fois. Dommage. Et c'est pas grave du tout. Vraiment les gars, vous en faites pas si vous échouez, l'échec,
Ça a une partie tellement prédominante dans cette discipline qu'il faut absolument pas s'en formaliser. Vous allez tomber et c'est tout à fait normal. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul, ça fait de vous quelqu'un qui apprend et qui ose se frotter à trop difficile. Si vous tombez jamais en escalade, c'est probablement que les voies que vous faites sont pas très difficiles et que votre progression n'existe pas tellement. Donc n'ayez pas honte de tomber, au contraire, soyez-en fiers. Je veux dire, sur les réseaux, vous allez voir que les réussites. Vous verrez jamais des gens qui mettent des vidéos que de leurs échecs. Évidemment, on est tous pareils, on a envie de montrer le succès. C'est ça qui nous fait plaisir, qui gonfle notre ego. Mais c'est tellement loin de la réalité et de ce qu'est la grimpe qu'il faut pas trop se matrixer le cerveau avec ça. Vous tombez, je tombe, tout le monde tombe, et c'est normal. Foncez dans des voies qui vous repoussent, je vous assure que vous en ressortirez de bien meilleurs grimpeurs, que vous ayez atteint le sommet ou non. Toujours est-il, ok, l'échec c'est bien beau, c'est formateur, mais après m'être autant visualisé comme un grimpeur de dalle téméraire qui ose affronter la peur du vide, bah, il fallait bien aller s'y frotter. Cool. J'aurais vraiment pas eu envie de tomber. À partir de là, j'étais évidemment trop content d'avoir réussi et soulagé de ne pas m'être éclaté les chevilles. Commençais vraiment à percevoir l'intérêt de la visualisation pour des voies qu'on travaille. Mais c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne la visualisation pour la grimpe à vue? Parce qu'on a vu qu'Adam, pour préparer Super Krakinet, qui était, je vous le rappelle, le flash le plus difficile de l'histoire de l'escalade, il s'est énormément servi de la visualisation pour le préparer. Donc qu'est-ce que pour nous, grimpeurs normaux, ça peut aussi nous servir pour nos à vue? Pour le mien, j'ai repéré un bloc qui avait l'air assez sympa. Entre nous, il avait pas l'air trop difficile, et encore une fois, une grosse partie de la difficulté venait de sa hauteur. Clairement, là non plus, il n'y avait pas le droit de tomber. On était clairement sur un objectif beaucoup plus mental que technique ou physique, mais ça tombe bien, c'est ce que je voulais bosser. Et perso, c'est vraiment un des facteurs que je préfère avec la grimpe. C'est pas tellement le fait de renforcer le physique, etc. Ça, c'est un à côté assez sympa, mais c'est tout. Non, c'est vraiment de voir à quel point ça peut nous permettre de nous forger un mental d'acier. Donc ce bloc, il était parfait parce que je pouvais pas tomber pour deux raisons. La première, ça me niquerait mon à vue. La deuxième, ça me niquerait tout court. Évidemment, je l'avais repéré au même moment que la dalle, pendant qu'il pleuvait et que j'avais pas grand chose d'autre à faire, donc autant vous le présenter directement. J'essaie de repérer les prises, mais bon, celle du bas ça va. Tout le problème, c'est pour celle du haut, évidemment. Au moins, l'avantage, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est les prises du bas qui sont les plus difficiles et qu'une fois qu'on est en haut, ça va un petit peu mieux. En fait, la première bonne prise, elle est là. Vous la voyez, elle, ça, on voit que c'est une bonne prise. Tu vois, si je viens me mettre là, que je vous montre un peu mieux, on voit, elle a l'air très bien cette prise, ok? Cette prise, elle a l'air excellente. Le problème, moi je suis petit, je ne l'atteins pas. Je n'atteins pas la dite bonne prise. À mon avis, faut que je saute, tout simplement. Parce que en vrai, en sautant, je peux l'attraper sans trop de problème. Ce qui est chiant, c'est que pour un flash, c'est hyper aléatoire. Et ça me ferait un peu chier de niquer ma tentative parce que j'ai pas réussi à attraper bêtement la prise.
Mais le truc, c'est que sinon, ça a l'air quand même beaucoup plus dur. Et vu que la prise a l'air assez bonne, je pense qu'en sautant, ça passe. Je vais peut-être changer de technique en fait. Donc sous cette bonne prise initiale que je visais mais qui était trop haute, je vois qu'il y a qu'on a ça là. Ça fait quand même une bonne pince que je peux attraper assez facilement. Et donc, je vous remonte donc. Là, on a la bonne pince, ok, ici. Et vous voyez là, ça, on peut venir le prendre. Hop, ça, voilà, on peut venir le prendre comme ça en inversé. Et je me dis que si je pars main gauche ici, main droite là sur ma pince, j'ai mon pied là, ok. À mon avis, c'est un peu plus logique. Ça me paraît mieux. Si je pars là, main droite, ensuite main gauche, venir mettre une pointe ici pour aller chercher la main droite délicatement là. À mon avis, c'est beaucoup plus intelligent. À mon avis, c'est beaucoup plus intelligent plutôt que de sauter bêtement. Ça me semble plus sûr. Les jours qui ont suivi, j'avais donc ces deux méthodes qui me semblaient faisables et j'ai essayé de visualiser les deux le plus possible pour essayer de déterminer laquelle serait la meilleure et laquelle j'appliquerais. Pense entre nous que la méthode qui consiste à juste sauter pour essayer d'attraper la prise est clairement pas optimale. Je veux dire, c'est pas très précis, c'est pas très technique, c'est pas très propre, mais pour un vu, il faut savoir exploiter ses points forts. C'est clairement pas là où on va essayer de rattraper nos points faibles. Pouvoir faire le bourrin sans technique, bah, c'est un peu mon point fort, malheureusement. Et en tout cas, lorsque je me visualisais dedans, j'arrivais beaucoup mieux à m'imaginer que j'attrapais et que je tenais cette prise plutôt que de faire des mouvements un peu bizarres depuis le bas. Je voulais pas louper ce à vue, donc j'ai sélectionné cette méthode. Et une fois que la méthode était sélectionnée, que le rocher avait séché, bah, il était temps d'essayer. Ah! Ah! Ouh! Ouh! Yes! Là, c'est vraiment le moment où j'aurais pas envie de tomber, hein. Ah, yes! Ouh! Je me dois d'être honnête avec vous, ce que vous venez de voir, c'est pas un à vue. Et d'ailleurs, les plus aguerris d'entre vous ont peut-être remarqué les prises de magnésie sur cette main droite, et m'auront peut-être d'ailleurs déjà lâché un commentaire du style « Gna, ça te voit que c'était pas un à vue, tu nous mens, etc. » Ah, je vous comprends. En fait, celui qui m'a aidé à filmer, c'est mon petit frère. Et le côté très positif de filmer avec mon frère, c'est que j'ai pas besoin de le payer. Le côté plus négatif, par contre, c'est que manier une caméra, bah, c'est pas trop son délire. Et voici donc ma première ascension, mon à vue officiel. Bah voilà, facile. Ah, nickel. Ah, c'est bon, j'ai bien filmé. Oh, yes! Bien joué. Ah, je l'ai eu propre. Enfin, le début est pas propre. En fait, regarde la vidéo. j'ai pas réussi à la prendre Ouais, au aussi début, t'as bien. un peu cafouillé. Et c'est-à-dire, j'ai dû vraiment essayer un moment de la... Mais c'est passé. Tu te fous de ma gueule, non? C'est en train de... Filmer. Ouais. Quand je suis parti, il l'a pas lancé le rec. Pas grave, hein, j'ai qu'à avoir de l'argent et pouvoir me payer une équipe. Mais en tout cas, voici officiellement mon après à vue. J'étais quand même très content. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut concrètement retirer de l'exercice de visualisation? Clairement, c'est très efficace. Particulièrement aidé pour le premier bloc, là où je devais vraiment réussir à caler les méthodes, où il me manquait pas grand chose, et le fait de m'imaginer très précisément réussir à être chirurgical sur chaque prise et à penser chaque mouvement,
bah c'est sorti tout de suite après, alors que, vous l'avez vu, il me manquait vraiment 3 fois rien pour le sortir, et je suis à peu près sûr que je dois cette réussite à cet effort de visualisation. Je pense que si je m'étais contenté de juste mettre des essais comme un bourrin, ce serait peut-être passé, mais un peu plus sur un coup de chance. Là, je peux vraiment m'attribuer cette victoire et c'est trop bien, je suis trop content. Mais aussi dans un autre registre, le fait de m'imaginer grimpeur de dalles, ça a été super. Là pour le coup, je m'imaginais pas chaque prix, chaque micro-mouvement, etc. Je m'imaginais juste être serein dans la dalle, être à l'aise, être relâché, et ça a super bien marché. Et je crois même que c'est vraiment ce que j'ai préféré, à me relâcher sur des minuscules prix, seulement accrochés par un quart de phalange, et j'ai adoré. C'était vraiment une superbe expérience de grimpe. Et pour le AVU, ça m'a clairement aidé à choisir la bonne bêta pour me lancer. Je pense que sinon j'aurais probablement essayé l'autre et j'aurais eu beaucoup plus de chances de me louper. Et en fait, je dis beaucoup plus de chance, je suis à peu près sûr, parce que j'ai essayé après, clairement c'était pas terrible. J'ai réussi à la passer, mais pas du premier coup. Enfin, pour ce qui est de comment visualiser, j'ai trouvé que le plus efficace était vraiment de me faire des petites micro-sessions sur mon fauteuil ou à mon bureau, en m'imaginant dans la voie une fois ou deux, mais pas plus. C'est quand même assez taxant mentalement, et ce que j'ai fait de me mettre sur un tapis, allongé avec mon pantalon d'escalade, etc., j'ai pas trouvé ça si intéressant que ça. La vérité, je me sentais un petit peu con de faire ça. Je le faisais 4, 5 fois et j'en avais marre, hein. Je vais pas vous mentir. Je préférais vraiment répéter le processus peut-être 10, 15, 20 fois dans la journée, mais par petites doses, par-ci, par-là. J'ai trouvé que c'était vraiment ça le plus efficace personnellement. Même si au début ça fait un petit peu bizarre, qu'on a surtout des flashs, un peu des bribes, en le travaillant, on arrive à être vraiment de plus en plus précis et c'est utile. Je vous encourage de tout cœur à essayer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine, prenez soin de vous, éclatez-vous, et chauffez-vous, et surtout, abonnez-vous.